Bonjour à tous, il est 18h03, l'heure de notre webinaire consacré aux petites et moyennes capitalisations boursières. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Valérie Lefebvre, notre responsable de la gestion mid et small cap chez Cogefi Gestion, va faire le point pendant 25 minutes sur cette classe d'actifs qui nous semble encore très intéressante à regarder, mais également sur le fonds Cogefi Prospective, le véhicule maison dédié à cette classe d'actifs et qui connaît depuis 2 ans maintenant des performances particulièrement attractives. Nous garderons 5 minutes à la fin de ce webinaire pour d'éventuelles questions. Valérie, c'est à toi. Bonsoir, nous avons effectivement trouvé intéressant de faire un petit focus sur les small caps. Si on regarde l'année dernière, voilà, l'année dernière, les valeurs de petite et moyenne taille ont bien performé. Elles étaient dans un contexte plutôt favorable, puisqu'on avait des valorisations qui étaient décotées suite à une sous-performance de quelques années. Par contre, on avait des politiques monétaires beaucoup plus accommodantes avec des baisses de taux et des perspectives de croissance de résultats qui étaient bons. On a eu également un retour des introductions en bourse et des flux qui revenaient un peu sur ces valeurs, d'où une performance assez intéressante. On le voit d'ailleurs sur le graphe. En bas, on a en blanc l'évolution des valeurs de grande capitalisation. Au-dessus, en rouge, l'évolution du Stoxx Europe Small, donc des valeurs plus petites. On voit que les valeurs plus petites ont mieux performé que les valeurs plus grandes. Et au-dessus, en jaune, on voit c'est l'évolution du fonds Cogefi Prospective. Malgré tout, on a toujours un potentiel de surperformance des petites valeurs versus les grandes. On a toujours une décote substantielle qui existe. Quand on regarde le tableau, on a une croissance pour les grandes valeurs, une croissance des bénéfices à venir sur 12 mois de 15,70% à peu près, alors que en termes de price earning, c'est-à-dire ratio de valorisation prix sur bénéfice, les grandes valeurs se payent 15,7 fois, presque 8 fois leurs bénéfices. Côté small cap, on a une croissance des bénéfices à venir de presque de 18% avec un price earning, un ratio de valorisation de un peu inférieur à 15. Donc on a une décote de près de 6% qui n'est absolument pas justifiée. On est toujours dans un contexte de politique monétaire accommodante et de taux plutôt favorables, malgré la hausse des taux de la BCE d'un cran dernièrement, ça va pas jouer négativement sur les valeurs, sur les actions notamment. Et on a des thématiques de croissance européenne qui vont profiter aux small cap qui sont plus domestiques que les grandes capis, parce qu'on entre dans un monde où il faut être européenne et le développement va se faire en Europe avec des sociétés européennes. Et là, on voit également sur le graphe en dessous, là, le graphe du bas, qu'on a une croissance, on a un PE des small cap qui est inférieur alors qu'on a une croissance supérieure. Donc, dans cet univers de small cap qui vont bien performer, nous avons un produit qui est Cogefi Prospective et qui est notre fonds pour investir sur cette classe d'actifs. Alors, sur la slide suivante, donc à droite, on voit l'évolution du fonds par rapport à son indice de référence depuis juin 2021. Personnellement, j'ai commencé à gérer le fonds fin 2022 et on voit que depuis que je suis arrivée, la performance s'est plutôt améliorée. On a également sur le tableau de gauche l'évolution de la performance du fonds sur un mois depuis le 1er janvier. Donc depuis le 1er janvier 2026, on est à 21,63% de hausse contre un indice qui fait plus 8,64. Sur un an, on surperforme également et sur 3 ans, on est à plus 57% contre plus 47 pour l'indice.
Ça se traduit, ces belles performances, ça se traduit au niveau du classement Cantalis. Nous sommes dans le premier quartile Cantalis, et même dans le premier décile, on peut dire, sur 3 ans, 1 an, depuis le 1er janvier, sur 6 mois et 3 mois. On a également obtenu notre 4e étoile Morningstar cette année. Et à titre personnel, je suis classée, enfin j'ai une notation triple A chez Citywire. Sur le fonds Cogefi Prospective, son profil. Donc, l'encours du fonds s'élève à 26 millions d'euros. Il faisait 17 millions fin 2024, donc on a une belle progression. On a 55 lignes dans le fonds, donc on peut dire qu'on est assez concentré. La capitalisation médiane des sociétés détenues dans le fonds est de 2 milliards, donc on est bien sur notre créneau small mid cap. On a un price earning ratio, donc bénéfice sur cours, enfin cours sur bénéfice, pardon, plutôt, de 25,5 pour une croissance de 22% des sociétés détenues dans le fonds. Donc on voit qu'on a une croissance un peu supérieure à la croissance des sociétés qui sont dans l'indice, puisqu'on avait 18% dans l'indice. Et on a un bêta de 0,85, c'est-à-dire qu'on est un peu corrélé à l'évolution de l'indice. Dans ce fonds, on joue, il y a 3 thématiques de croissance qui sont importantes quand on regarde les investissements qui ont été faits. On a les bénéficiaires de l'intelligence artificielle qui représentent 20% du fonds. On a la transition énergétique qui représente également 20% du fonds. Et on a toute la partie défense qui représente 15% du fonds. On a là le top 5 des contributeurs depuis le début de l'année. Donc, on a BESI, intelligence artificielle. On a 2 CRSI, intelligence artificielle. On a Exail, qui est plutôt là dans la défense. On a l'UV, qui est une belle société italienne, réfrigération, climatisation, qui est dans la partie transition énergétique. Et enfin, on a Semco, qui est une société française, qui est aussi bénéficiaire de l'intelligence artificielle. Quand on regarde les contributeurs sur le mois de juin, alors donc depuis le début de l'année, on va dire que la croissance du fonds, elle a été drivée surtout par l'intelligence artificielle. Si on regarde au mois de juin, par contre, dans les gros contributeurs, on a Genfit, qui est dans la santé, Aliamentis, qui est plus intelligence artificielle, c'est une introduction en bourse italienne à laquelle on a participé et qui a très bien performé. On a Implenia, Medincell, Icop. Donc on voit que au mois de juin, la santé a pris un peu le relais de la croissance dans le fonds versus ce qui correspond à l'intelligence artificielle. Sur le process de gestion, donc c'est un fonds qui est un fonds pur stock picking sur des valeurs de qualité à prix raisonnable. Nous n'avons pas de style particulier. On tire parti des méga trends, donc comme on l'a vu, défense et une transition énergétique et intelligence artificielle, mais on tire aussi parti des circonstances de marché et on a une gestion très pragmatique et dynamique, c'est-à-dire qu'on va saisir les opportunités. Par exemple, au mois de juin, j'ai renforcé sur Abivax qui avait beaucoup baissé suite à un résultat intermédiaire où il était apparu que certains patients avaient eu des cancers, mais il y en avait également sur la partie placebo. Donc le titre a beaucoup baissé et j'en ai profité pour racheter. Et par rapport au prix de rachat jusqu'à la fin du mois, on a gagné 66%, 43% sur les 2 achats que j'ai faits. J'ai également profité d'opportunités sur Medincell et Excel Technologies. Au niveau de l'étude, enfin de la façon de procéder, c'est vraiment, on fait une étude fondamentale rigoureuse, c'est très important. On a des rencontres régulières avec les managements des sociétés. On s'appuie sur des études de brokers et sur les données qu'on a dans Bloomberg. On réalise à peu près 350 meetings par an, 320, 350. On en a réalisé 350 en 2025, mais bon, c'est le nombre de rencontres qu'on a avec les managements régulièrement. On fait une
analyse de la dynamique de l'activité des sociétés, de son positionnement, de la robustesse des marges, de la solidité du bilan. On regarde également l'environnement concurrentiel de la société pour avoir une bonne idée de la qualité de cette société. En termes de politique d'achat, bien évidemment, c'est la qualité du management qui est prédominante, c'est vraiment 70 à 80% du choix de la société est lié à la qualité du management, à son expérience, à sa stratégie. On regarde bien évidemment la croissance de l'activité, la solidité des marges, les marchés sur lesquels la société est présente. Et on va choisir d'acheter une société à condition que la valorisation offre un potentiel à 12 mois d'au moins 30%. Pourquoi 30%? Parce qu'on a toujours des aléas, qu'on peut avoir des aléas négatifs et que si on a un potentiel de 30% avec des aléas négatifs, on aura on va peut-être faire plus 15, plus 20, mais si on target un 15% ou un 20% d'upside, on risque d'avoir 0, voire une contribution négative. Et enfin, le poids dans le portefeuille va se faire en fonction du niveau de conviction qu'on aura dans la société et de la liquidité du titre, parce qu'on veut un portefeuille qui reste très liquide. Au niveau de la politique de vente, on va vendre ou on va alléger quand on estime que le potentiel d'upside est plus limité, qu'il y a une bulle sur le secteur d'activité ou qu'on a une déception sur le titre, c'est-à-dire une déception sur ce qui a été réalisé par rapport à ce qui avait été guidé. On peut avoir des craintes quant à des changements d'environnement de marché, par exemple élection de Trump et tarifs à la clé. Donc dans ce cas-là, on dégage toutes les sociétés qui peuvent être impactées négativement par les droits de douane que Trump pourrait mettre en place. Ou alors aussi un changement de management de surprise. Exemple Nexens, on savait que le directeur financier allait partir et il se trouve que le CEO annonce son départ alors que ce n'était pas du tout attendu. Bon, bah, dans ce cas-là, j'ai vendu la société qu'on avait dont on avait une ligne en portefeuille. Je suis revenue quelques mois après, une fois qu'on a eu plus de visibilité sur le management de cette société. Quand on regarde la répartition du fonds par taille de capitalisation, on voit que les petites capitalisations de moins de 1 milliard ont un poids à peu près équivalent à ce qu'on appelle les grandes caps, des valeurs de plus de 5 milliards de capis. Et la partie moyenne cap, donc entre 1 et 5 milliards de capis, ça représente à peu près 50% du fonds. On a une trésorerie assez limitée puisqu'on est très positif sur les perspectives des small et mid cap, donc inutile d'avoir du cash qui rapporte rien. En termes de répartition par secteur d'activité, on a un poids des industriels qui est très important, ce qui est normal puisque dans les small cap, les industriels sont très importantes. On a beaucoup de technologies, mais on a aussi de la santé, des financières dans le fond. Alors là, tout n'est pas noté, mais en fait, les sociétés santé, elles se trouvent entre les services services aux collectivités, pardon, et les technologies. Quand on regarde la répartition par pays, alors la France pèse très lourd. Pourquoi? Parce que en fait, sur la France, on a la moitié du poids de la France qui est représenté par 4 sociétés qui sont Medincel, Exel, Semco et Vusion. Medincel, c'est plus de 5%, Exel, c'est plus de 4%, Semco et Vusion sont aussi importantes. L'Italie est le deuxième poids, l'Allemagne, on a la Grèce et ensuite on a une bonne diversification en fait du portefeuille. Je voulais attirer l'attention aussi sur le fait que sur le tableau en bas à droite, on voit qu'on a un bon contrôle du risque, du ratio risque-rentabilité, malgré une actif share qu'on voit tout en bas de plus de 95%, c'est-à-dire un écart de nos investissements par rapport aux valeurs qui sont dans l'indice, qui est quand même un écart de 95%, c'est quand même important. Malgré tout, on a un bon ratio de Sharpe
et on a une volatilité qui reste bien maîtrisée par rapport à celle de notre indice de référence. On a également une liquidité qui est importante puisque je n'ai pas mis le tableau, mais on calcule la liquidité, on vérifie la liquidité tous les trimestres et on est capable de vendre 92 du fonds sur une journée dans un marché stressé, c'est-à-dire en liquidant, en utilisant, on va dire 50 des volumes quotidiens, on peut vendre 92 du fonds en une journée. Donc on peut vraiment le fonds est très liquide. Donc, pourquoi investir sur Cogefi Prospectif? Parce que, bon, déjà, j'ai une expertise sur cette classe d'actifs d'une vingtaine d'années, qui se traduit par une bonne connaissance des managements et des sociétés sur lesquelles j'investis, grâce à mes rencontres régulières avec ces sociétés. On peut dire que j'évite les mauvais choix, qui pourraient peser négativement sur la performance et que je sais anticiper les impacts de changements de politique ou d'environnement qui peuvent se produire sur les sociétés. On a une gestion active et de conviction. Donc active, j'achète et je vends et j'hésite pas à vendre quand il y a des éléments négatifs, tout en maintenant un excellent rapport rendement-risque dans le portefeuille. Le fonds est investi sur des sociétés innovantes qui sont souvent leaders sur leur niche d'activité et qui sont compétitives. À titre d'exemple, on peut citer Semco, Excel, Danieli ou même Omer de Cugis, qui est une société française leader sur les fruits tropicaux. On a à peu près dans le fonds 30 de valeur familiale. Les valeurs familiales, ce sont des sociétés qui ont une stratégie alignée sur les intérêts des investisseurs minoritaires, puisqu'ils ont une stratégie moyen terme, une stratégie de moyen terme, donc ils ne prennent pas des risques inconsidérés. On a une répartition géographique du fonds qui est diversifiée et qui est diversifiée également par secteur. Ça nous permet de tirer parti des zones ou des secteurs les plus dynamiques. Le fonds est également positionné sur des segments de marché qui devraient continuer à bien performer sur les prochains trimestres, voire les prochaines années. En l'occurrence, je parle de tout ce qui est lié à la défense, à la transition énergétique et à l'intelligence artificielle. Et enfin, on a une bonne liquidité du fonds. À titre d'exemple, je voulais parler, il y a 2 sociétés dont je voulais parler. Tout d'abord, Medincell. Medincell, qui propose des traitements innovants. Notamment, elle a une technologie d'injection à action prolongée. Donc, en utilisant une molécule qui existe déjà et en la mélangeant à certains substrats, on va dire, et en injectant ce produit combiné en sous-cutané, ça permet d'avoir une action prolongée du médicament. Premier médicament qui a été approuvé et qui est commercialisé aujourd'hui, c'est un médicament qui est à base de la molécule Uzedy, qui est commercialisé aux États-Unis par Teva. Sur la schizophrénie donc, et qui se développe très bien, et Teva a même élargi le domaine d'application à la schizophrénie bipolaire. Donc ça, c'est en développement. Un deuxième produit qui devrait être commercialisé l'année prochaine, c'est la même chose, mais à base d'olanzapine, et c'est pour soigner la schizophrénie plus sévère. Donc la demande d'approbation est en cours par la FDA. On aura la réponse de la FDA fin 2026 et avec la commercialisation qui débutera fin 2026 et surtout en 2027. Et pour ce deuxième produit, on a vraiment un très fort potentiel puisqu'on n'a pas de produits concurrents en face, et le potentiel en termes de patients est 3 fois supérieur à celui d'Uzedy. Enfin, pour Medincell, Medincell a signé avec AbbVie pour un développement sur 6 produits dont on ne connaît pas les applications. Il y a une première formulation qui a été approuvée par AbbVie. La deuxième formulation devrait être approuvée d'ici la fin de l'année. Par contre, on n'aura pas d'indication sur les applications
avant début 2027. Et là, c'est vraiment à la main d'Abbvie, comme pour les 2 autres produits, Uzedy et olanzapine avec Teva. C'est Teva qui a la main sur les publications de résultats, dossiers remis à la FDA, d'approbation par la FDA, voilà. Donc tout ça, c'est vraiment de la croissance qu'on va avoir pour les années à venir et pour les 5 et les 5 prochaines années et même au-delà, avec, une croissance, du chiffre d'affaires de l'ordre de 48. On a acheté, Medincell, le prix de revient de Medincell est de 19,5 €. Aujourd'hui, ça doit valoir, alors là, j'ai pas, Bloomberg là en ligne, mais on doit valoir à peu près 26 €. Mais c'est vrai que le cours est assez volatile. On était à 38 € fin 2025, on a rebaissé mais bon, il y a quand, l'approbation FDA va tomber, ça va être un fort driver sur le cours. Heu, je vais passer à la suivante. Excel Technologies, heu, donc qui est un leader, sur les drones sous-marins, sur les systèmes de drones sous-marins et les solutions de navigation inertielle pour des petits objets. Quand je dis système de drones sous-marins, c'est vraiment qu'on a plusieurs drones qui fonctionnent ensemble, hem et c'est une grosse différenciation, par exemple, par rapport à ce qui existe aux États-Unis où chaque drone est géré par un système, différent, autonome. Les moteurs de surperformance, sur ce titre sont la qualité du management, un carnet d'ordre important qui donne de la visibilité sur l'activité et un marché en fort développement. Bon, il se trouve que Excel Technologies, ce matin, la nouvelle est passée que Thales, fait une opération, une OPA dessus. Donc, la famille Gorgé est d'accord pour, vendre ses titres à 134 € et Thales devrait faire l'OPA fin 2027 une fois que les autorisations, des différentes autorités auront été, obtenues à 134 €, donc fin 2027, ce qui est pas, le cours vaut 125 aujourd'hui, ce qui est pas vraiment très attrayant. Mais bon, voilà. Donc sur les perspectives, 2026-2027, je pourrais même dire au-delà, on peut dire que les sociétés de notre univers vont bénéficier de quelques thématiques porteuses en Europe. Donc déjà de très bonnes perspectives, pour tous les acteurs liés à la défense, notamment grâce au plan REARM et aux budgets qui vont être développés sur tout ce qui est relatif à la défense. On va avoir des opportunités de développement grâce à l'intelligence artificielle, que ce soit sur les sociétés software ou les data centers, enfin tout ce qui entoure, l'intelligence artificielle. On voit qu'on a une nécessité aussi, de sécurité énergétique qui a été mise en exergue, lors du conflit, Iran-US et à la fermeture du détroit d'Ormuz. Et l'Allemagne a des programmes d'investissement importants, notamment en infrastructure, mais également, pour ce qui concerne la défense. Et toutes ces thématiques, en fait, répondent à la volonté d'indépendance et de souveraineté européenne. Et ces thématiques seront un soutien, pour une performance durable sur les small caps, avec des valeurs qui ont toujours des valorisations décotées par rapport aux large cap et par rapport, on l'a vu, à leurs bénéfices à venir, à la croissance des bénéfices à venir. On a un attrait pour le caractère domestique des petites valeurs européennes, qui sont beaucoup plus domestiques que les grandes valeurs. On a des fonds d'investissement dédiés, notamment, la Caisse des dépôts, le fonds de stratégie, italien. On a le plan Tibi aussi avec le déblocage de la 3e tranche à venir. Donc tout ça, ce sont des fonds qui vont être dédiés aux small et mid cap et on a un début de reprise du cycle d'investissement industriel. Voilà. Ensuite, je vous ai mis, bon, les risques liés, à l'investissement, en actions en général et en particulier aux petites et moyennes capitalisations. Voilà, si vous avez des questions, je suis disponible maintenant pour répondre à vos questions.
Alors Valérie, je ne sais pas si on entend, il y a une première question. Oui. Quelles sont les conséquences du conflit en Iran sur les sociétés en portefeuille? Alors, on peut, il y a peu de sociétés qui ont été impactées en termes de prix, enfin de coûts, on va dire. Et c'est très gérable en fait. Quand il y a eu des hausses de coûts, c'est très gérable et les sociétés vont pouvoir soit faire des gains de productivité, soit répercuter dans les prix, mais ce sera très faible. Il y a eu quelques impacts au niveau de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi pas notables. Par contre, on va dire ce qu'il y a de plus notable, c'est que les contrats qui étaient en cours de négociation, qui n'avaient pas été signés, bon, il y a eu un petit arrêt. Il y a des négociations qui continuent, mais pas de signature. Et pour les sociétés, par exemple, comme Maïré, qui avaient des contrats en cours dans les pays, au Qatar, en Arabie Saoudite, les clients ont voulu que les contrats continuent, quoi. Donc ils ont été, donc ça, l'activité, la mise en place des usines, tout ça, ça a continué pendant le conflit. Donc peu d'impact en fait, pendant le conflit. Et ce qu'on risque de voir, enfin ce qu'on risque, il y a une forte probabilité qu'on ait des nouveaux contrats qui soient signés, des gros contrats, notamment pour tout ce qui est, énergie dans les pays du Golfe. Ça, ce sera plutôt sur la dernière partie de l'année. Donc on va dire, pas d'impact négatif notable et des conséquences positives, heu, sur la fin d'année, oui. Alors, il y a une seconde question sur les résultats semestriels. Selon vous, les publications du second semestre sont-elles à risque? Alors, je pense que pour avoir vu un certain nombre de sociétés dernièrement, heu, je ne pense pas qu'il y ait de risque, sur les résultats du deuxième trimestre et donc du semestre. Pour un certain nombre de sociétés, le 1er trimestre a été assez faible. On aura un deuxième trimestre qui sera au moins équivalent, voire meilleur. Donc on aura un 1er semestre qui sera, correct pour les sociétés, voire un peu plus faible pour celles qui ont eu un petit 1er trimestre. Et par contre, toutes parlent d'une progression et d'un second semestre en progression par rapport au premier et d'une amélioration au second semestre. Et on aura ensuite le début 2027 aussi devrait être bon tant en termes d'activité que de profitabilité, compte tenu d'un certain nombre de contrats ou qui vont continuer, qui vont être signés. Bon, par exemple sur Medincell, le nouveau produit qui va être, commercialisé, enfin. Et on a les programmes, enfin, ce dont j'ai parlé quoi, les programmes d'infrastructure en Allemagne ou les budgets défense qui vont être, augmentés partout en Europe. Tout ça, ça aura un impact sur l'année 2027, un impact significatif quoi, tant sur l'activité que sur le chiffre d'affaires que sur les bénéfices. Et on aura aussi, les banques, le secteur bancaire qui va en bénéficier, hein, évidemment, sur lequel on est investi. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, merci beaucoup Valérie pour cette présentation. Merci à tous pour votre participation. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des nouvelles questions sur les small caps ou encore Cogify Prospective. On est bien entendu disponible pour vous répondre. À très bientôt. Au revoir.